partenaires. Je pense que vous les avez vus toute la journée. Merci à eux. On ne savait pas que c'était impossible, alors on l'a fait. C'est comme ça que j'aurais pu intituler ma conférence, mais je trouvais que ça faisait un peu trop putaclic. C'est pas trop le genre de la maison. Alors je vous pose une question. Vous faisiez quoi le 5 mai 2021 ? Ouais, Covid, tout le monde était chez soi, voilà, on baissait la tête. Bon, moi je m'en souviens, puisque c'est là où on a sorti un magasin Bricorama entièrement conçu en Agile, avec des équipes Scrum, qui a été prototypé en Scrum, qui a été testé en Scrum, qui est sorti en Scrum. Et ce jour-là, on a cassé les codes du retail. Donc j'ai eu la chance, moi, d'accompagner ce projet dès le départ. J'ai vu des vendeurs qui sont devenus Scrum Masters, j'ai vu des directeurs de magasins qui ont fait des reviews avec des clients dans les magasins. J'ai vu des belles choses, j'ai vu des silos qui sont effondrés, j'ai vu des liens qui sont créés avec les métiers. Et aujourd'hui, je suis venu vous raconter cette histoire. Alors, on ne va pas parler d'un exploit, mais moi je voudrais juste vous montrer que de l'agile bien appliqué, ça permet justement de créer des produits à forte valeur, peu importe le domaine, et sans une seule ligne de code. Et pour ça, je vous propose qu'on revienne en 2018. Ça fait loin. Alors, en janvier 2018, je travaillais pour le groupement des Mousquetaires. Le groupement des Mousquetaires, vous connaissez certainement, Intermarché, Bricomarché, Bricorama, Netto. Je ne vais pas tous vous les faire. Ils rachètent Bricorama, l'un des plus gros concurrents donc, de Bricomarché. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'évidemment, quand on a des concurrents maintenant qui ont fusionné, on a deux visions différentes, deux cultures différentes. C'est un petit peu dur d'ajuster tout ça. Et en plus de ça, on nous a collé un super défi. En 2019, on s'est dit, tiens, les magasins sont vieillissants, aussi bien côté Bricomarché que Bricorama. Il va peut-être falloir qu'on rebosse un peu les concepts, qu'on travaille une nouvelle expérience client. Ça tombe bien, le programme s'appelait NEC, Nouvelle Expérience Client, chez Bricomarché. Et donc l'objectif, c'était livrer deux prototypes de points de vente, deux prototypes de concepts, un grand format, un cœur de parc. Alors un grand format, pour vous imaginer, c'est la taille d'un stade, plus de 9000 m² chez Bricorama, et cœur de parc, c'est du 4000 m² classique chez Bricomarché. Donc c'était des points de vente qui fonctionnaient déjà, qui marchouillaient, et puis en gros on est parti de ces points de vente déjà en activité pour travailler des nouveaux concepts dedans. Et moi justement je venais d'accompagner un projet chez Intermarché à peu près similaire, qui s'appelait FabMag, où justement on a créé 4 nouveaux concepts de points de vente express, super, hyper, contact, peu importe. Et justement, il y a eu des très très bons résultats derrière, et c'est ça qui a convaincu Bricomarché de se lancer dans l'aventure. Et donc à ce moment-là, voilà, moi je bossais comme coach agile au conseil interne du groupement des Mousquetaires. Ouais, j'étais interne, j'étais pas freelance, la guéguerre, bref, on s'en fout. Et donc Bricomarché, Bricorama, eux lançaient leur magasin du futur. Ils ont entendu parler de FabMag, ça tombe bien, je venais de finir le projet. Moi, je les ai regardés, ils m'ont regardé, je les ai regardés. Bon, vous avez compris le truc, bref, j'étais au bon endroit au bon moment. Voilà. Ils sont venus me voir, j'ai été les voir, on s'en fout. Mais là, ça a été un autre level. Parce que côté Intermarché, autant les concepts étaient un peu définis à l'avance par des responsables concepts, c'était pas vraiment du vrai agile. Autant là, les magasins, ils étaient ouverts. Il y avait des clients dedans. Et on ne savait pas où on mettait les pieds. Donc là, on aime les défis, on va à fond dedans. Zéro pression. Et donc, un point de vente qui est ouvert, c'est des clients qui sont dedans. Des clients qui vont acheter les vis, les clous, des vendeurs conseils, un point de vente qui fonctionne, quoi. Et donc faire des travaux dedans quand ça fonctionne, bonne chance. Donc je vais vous raconter tout ça. Alors pourquoi en agile? On aurait pu y aller en mode classique, voilà. Et puis... Bricomarché aurait pu simplement faire du cargo cult et se dire tiens, on va faire exactement comme Intermarché, peut-être que ça va marcher. Non, ça n'aura peut-être pas marché. Là, c'était vraiment différent parce qu'ils n'avaient pas toutes les réponses. Il fallait vraiment expérimenter. Et ça change tout. Donc il y a plusieurs paramètres qui ont fait que, tiens, oui, on peut aller en agile. Déjà, le premier, c'est que dans le retail, il y a une concurrence énorme. Vous le voyez aussi bien dans l'alimentaire, avec Intermarché, Leclerc, tout ça, que dans le domaine du bricolage, avec des Castorama, des Leroy Merlin, des Bricomarché, des Bricorama. Je ne vais pas tous vous les faire, il y en a beaucoup trop, et je voudrais bien reprendre mon souffle. Donc les clients désertent, ils se cassent, ils ne trouvent plus ce qu'ils veulent dans votre magasin, ils s'en vont, ils vont à la concurrence. Il y en a tellement autour d'eux dans la zone de chalandise, ils ne vont pas chercher. Donc à un moment, il faut être sur le devant, proposer des choses qui conviennent vraiment aux clients. On voulait surtout des concepts qui ne soient pas one-shot, des concepts qui évoluent dans le temps.
La norme dans la grande distribution, c'est on crée un concept, on l'applique à tous les points de vente du parc. Là, il y en avait 500 chez Bricomarché, 300 chez Bricorama. On les applique partout, et puis après, on les laisse vivre, et puis on voit. Donc là, ce n'était pas du tout le concept. Là, c'est un produit qui évolue dans le temps. Le concept, une fois qu'on le déploie dans les points de vente, on récupère des feedbacks, on continue d'apprendre, et ainsi de suite. On le fait évoluer. On se parle aussi d'un projet à plusieurs millions d'euros, de grosses enseignes qui n'ont pas trop envie de couler sur un marché hyper concurrentiel. Donc, qu'est-ce qui se passe? On essaie de limiter les risques. On va essayer d'y aller en itératif, incrémental. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Je crois qu'on est quelque chose comme l'Agile Tour. Et puis, réconcilier des cultures. On se parle de 2 enseignes qui viennent de fusionner avec des cultures différentes. Donc, quoi de mieux qu'un projet fédérateur pour mettre tout le monde ensemble autour d'un même projet. Et puis enfin, réussir une collaboration impossible. Pourquoi? Parce qu'il a fallu aussi faire travailler toutes les strates de l'organisation. Je vous explique rapidement. C'est qu'il y a des guéguerres dans la grande distribution. Entre le siège, le terrain, entre Bricomarché et Bricorama, entre les fournisseurs et les internes. Bref, il y a la guerre partout. Il y a la guerre entre grands acteurs de la grande distribution et à l'intérieur justement de chez nous. Donc c'est un peu compliqué. Donc l'agile, pour nous, on s'est dit, tiens, ça peut réconcilier. Alors, quand je suis arrivé, il n'y avait pas grand-chose de cadré. Autrement dit, c'était le bordel, hein, je vous le dis avec mes mots. Il y avait 2-3 bricoles, des inputs complètement claqués au sous-sol. Il y avait une étude de marché qui avait été faite par des responsables concept. Bon, je ne vous raconte pas le truc, ils ont bossé 2 ans dessus. Voilà. Une vision. Alors, je ne sais pas qui a eu la vision, mais je pense une paire de lunettes, il paraît que ça corrige la vision. Et puis des solutions qui avaient été pensées, qui sortaient un peu de nulle part en 2 ans. Tiens, on a réfléchi à des solutions. Super. Bon. Donc, il a fallu un moment faire table rase et dire, première prio, on se reconnecte avec le client. En gros, pour qui on le fait et pourquoi on le fait. On reprend les bases. Donc, reprendre les bases, c'est quoi? C'est travailler avec les stakeholders, travailler avec les futurs PO et définir le why. Pourquoi on en est là? Pourquoi on veut un nouveau concept? Qu'est-ce qu'ils veulent nos clients? On va descendre sur le terrain, on va les écouter. Justement, ils ont besoin de quoi? C'est quoi leurs usages? Qu'est-ce qu'ils recherchent quand ils viennent faire leurs courses? Changer des ampoules, faire des projets, on n'en sait rien. Enfin, on croit savoir, mais en fait, on ne croit pas vraiment. Voilà. Et le but, c'est comprendre où ça coince. Et où est-ce qu'on pourrait venir les aider, justement, pour faire du concept quelque chose qui fonctionne et qui répond vraiment aux besoins. Et c'est là qu'a commencé le vrai travail de discovery. Alors, je vous ai mis des exemples, voilà, des jobs to be done, bref, on s'en fout, ça rentre un petit peu dans... Il y en a qui aiment bien les détails, alors je mets des détails, mais je ne m'étale pas trop. Et puis après, une fois le pourquoi et le quoi et le pour qui clarifié, on est rentré dans le quoi. Donc j'ai accompagné le métier, des workshops, des ateliers de travail, bref, vous connaissez ça. On a été travailler avec les sponsors, on a travaillé avec les parties prenantes, les futurs PO, les business owners aussi, et on a défini des objectifs. Regardez à quoi ça ressemble, des objectifs dans la grande distrib. Alors, c'est pas du tout de l'IT, alors pas du tout. Réduire le temps de passage en caisse de 40%. Je pense que ça parle à tout le monde. Tous ceux qui ont fait des courses au moins une fois, ça leur parle. Augmenter de 35% le taux de concrétisation d'un projet de bricolage, offrir un service de prêt produit dans 80% des cas de SAV bloquant, j'ai ma perceuse qui est en panne, je la ramène, dans 80% des cas, on m'en prête une autre. Voilà, il y a des objectifs. Et derrière, on a formulé des hypothèses. Tiens, derrière l'objectif, réduire le temps de passage en caisse de 40%, nous pensons qu'en mettant un vendeur dans la file d'attente avec une tablette et un encaissement TPE, il pourrait réduire les temps d'attente de 20%, ce qui pourrait contribuer à notre objectif. Voilà une hypothèse posée, il y en a plein d'autres, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Les features classiques, etc. Donc ça, c'est hyper classique dans le monde du software, mais beaucoup moins dans la grande distribution, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans un univers très rationnel, un univers d'épicier, où on vend des clous, des vis. Chez Intermarché, on vend des petits pois. Voilà, rien de super sexy, mais pour eux, c'est une révolution. Vous en doutez, en 2020, on ne fait pas les courses comme en 1980. Les gens sont connectés, les clients ont des mobiles, ils ont un parcours client dit omnicanal. Par exemple, je vais m'inscrire à un atelier pour apprendre à poser du carrelage, je vais le faire sur mon smartphone, je me rends en point de vente, je suis mon atelier, ensuite je peux retourner sur les réseaux sociaux, laisser un avis,
et après, je peux prendre contact avec un conseiller sur le site Bricomarché, Bricorama. Bref, on change de canal, on change de support. Et donc, on a défini 7 grandes étapes clés du parcours omnicanal qui vont ensuite structurer notre dispositif agile, qu'on appellera les modules. D'abord, l'accueil. Que ce soit l'accueil sur le site, l'application, dans le point de vente, on s'en fout. Il faut des références pour les clients. Il faut qu'ils s'y retrouvent. Il faut qu'on puisse mettre en face des conseillers et puis, finalement, les accompagner, peu importe où ils sont. Repenser l'offre, faciliter l'accès aux bons produits. Vous arrivez sur un site ou vous arrivez dans un point de vente, vous voulez quoi? Aller direct à votre produit. Donc, il faut un parcours client immersif, un truc simple à suivre, quelque chose d'assez intuitif. Prendre en charge les projets. Alors ça, c'est une chose qu'on a découvert dans les entretiens, c'est que les clients avaient besoin qu'on les aide à prendre en charge des projets. Refaire une maison, refaire une rénovation complète, c'est des gros projets. Et chez les concurrents, ils n'avaient pas l'accompagnement nécessaire. Donc pour nous, c'était important qu'on en fasse un module à part entière. Aider au savoir-faire, ça c'est pour ceux qui veulent faire par eux-mêmes. Donc on propose des ateliers, des tutos, du e-learning, des choses comme ça. Peu importe que ce soit en ligne ou en point de vente. Faciliter le paiement, aller plus vite, plus simple, plus sécurisé. Je pense qu'on en est tous là aujourd'hui. Renforcer, faciliter l'offre SAV. Je pose un produit, je n'ai pas envie d'attendre 3 semaines avant qu'il soit réparé. Il faut que ce soit transparent, il faut que ce soit rapide, il faut que ce soit proche de moi. Et enfin, la démarche RSE, parce qu'on ne l'oublie pas. Comment on recycle les produits, comment on recycle une perceuse qui est pétée, qu'on nous ramène. Vendre de la seconde main aussi, c'est intéressant. On n'y a jamais pensé, aller dans un magasin de bricolage, acheter de la seconde main. Eh bien, on y a pensé. Alors, donc justement, pourquoi je vous parlais de ces 7 étapes clés, c'est que ça a conditionné, en fait, les équipes. Vous voyez les 7 équipes qui sont sur les différents modules. Alors, vous voyez des équipes un petit peu classiques, mais qui étaient vraiment pluridisciplinaires. On avait dans chaque équipe un PO qui venait du métier. Donc, alors, il y a des équipes qui sont très orientées marketing, des équipes qui sont très orientées RSE. Donc, évidemment, le PO connaissait le métier, mais ce n'étaient pas des gens du product management. Donc, il fallait les former. Un Scrum Master dans chaque équipe. Scrum Master, c'était des gens volontaires qui n'avaient jamais fait ça de leur vie. Ouais, parce qu'on aime les défis. Et puis des développeurs, entre guillemets, développeurs, qui étaient des gens du point de vente, qui étaient des gens du siège, qui étaient des fournisseurs, des directeurs des ressources humaines, des gens du juridique, des gens de l'aval, donc du point de vente. Il y avait tout. En fait, on a mis tout le monde dedans. On a vraiment créé une émulation avec ce projet-là. On a mis du monde. Moi, j'ai poussé pour que les équipes, ça soit maximum basé sur le volontariat, l'autoconstitution d'équipe. J'ai pu avoir gain de cause sur certaines, un peu moins sur d'autres. Mais en tout cas, celles qui ont été auto-constituées, ça a très bien marché au niveau de l'engagement, on s'en doute. Et puis, je me suis aussi battu pour avoir le plus de monde dédié dans les équipes. Alors ça a été plus dur. On a gagné dans un sens où les équipiers n'étaient jamais sur 2 équipes à la fois, mais on a perdu dans le sens où il y avait du run à gérer. Parce qu'il n'y a pas que le projet chez Bricomarché, il y a aussi du run, du quotidien. Donc ils étaient entre le run et le projet. Et ça, ça nous a joué des tours plus tard. Donc on en parlera un petit peu plus tard. Et puis autour des équipes, on avait des rôles un petit peu transverses. On avait notre product manager qui facilitait les décisions produits, qui portait la vision. Il y avait le coach agile, bon c'était moi. On avait nos business owners qui portaient la vision, le sponsoring. On avait aussi des stakeholders, codir, managers, etc., etc. Donc ça, tout ça, on verra après le programme. Donc évidemment, on commence par quoi? On va former tout ce monde-là. Mais avant, on va structurer. On va éviter le bordel. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a clarifié la gouvernance, les rôles, les responsabilités. Le PO, qu'est-ce que tu attends d'un leader format? Le leader format, qu'est-ce que tu attends d'un responsable machin, etc., etc. Comme ça, tout le monde sait où il est, tout le monde a sa place. C'est très bien, ça marche très bien. Ça évite que tout le monde pète les décisions à droite, à gauche, quand ça lui chante. Bon, après, il a fallu annoncer. Vous allez tous travailler ensemble dans une équipe agile. J'ai vu des yeux comme ça. Je ne sais pas si c'était de la panique ou de la curiosité, mais venez en formation, on va en parler. Donc il y avait un peu tout le monde, il y avait ressources humaines, des gens des régions, des gens des points de vente, des conseillers points de vente, des directeurs de points de vente, des gens qui n'avaient jamais entendu parler de ça de leur vie. C'était super intéressant. Et j'ai aussi formé les gens qui étaient en dehors du projet. Pourquoi? Parce que les gens qui sont dans les équipes,
Quand il y a un coup de bourre un petit peu sur un objectif de sprint, un peu marketing, et que vous avez un chargé de projet marketing dans l'équipe, bah lui, quand il revient dans son service, après, il va aller solliciter ses collègues. Il va dire, tiens, file-moi un coup de main. Si le collègue, il ne sait pas ce que c'est NEC, il ne sait pas ce que c'est l'agile, il ne sait pas ce que c'est qu'une équipe, bah, le coup de main, il va l'attendre longtemps. Donc au moins, on formait un maximum de monde. Le problème, c'est que les RH m'ont dit, ah oui, mais les managers, ils n'ont pas le temps, tu ne pourras pas tous les former. Je suis, ah si, il faut tous les former. Ils ont dit, non. J'ai fait oui. Donc voilà, c'est plié. Terminé. Ça nous a joué des tours un petit peu plus tard, je vous en reparlerai. Et après, structuration des équipes. Bah là, les équipes, on a dit, hey, vous allez être ensemble en équipe, génial. Vous allez vous construire vos règles, vous allez vous construire vos valeurs, votre mission, etc. Et c'est là vraiment où la dynamique collaborative s'est créée. C'est là vraiment où on a commencé à sentir l'émulation dans les équipes. Alors, évidemment, il fallait aligner avant d'agir. Il a fallu qu'on pose les fondations du projet. Et qui dit parcours omnicanal dit qu'il y a plein d'interactions entre les métiers, entre les supports, entre plein de monde. Donc il a fallu synchroniser tout le monde. Donc on a réuni les 3 premières équipes, puisque ça a commencé à 3 équipes. Et après on a eu 4 équipes supplémentaires. Peu importe. On a commencé à 3 équipes, 30 personnes, 2 jours sur site. On a partagé la vision, on a co-créé les plans, on a partagé les futures dépendances qu'il y aurait. On a mis tout le monde autour d'un board. Voilà, ça a discuté, et c'est là où ils ont vraiment commencé à travailler ensemble. Le dispositif agile. Alors oui, ça pique les yeux de ceux qui sont un peu moins safe. Okay. Il y a eu une petite inspiration de ma part à l'époque. Bon, désolé, cette époque est passée. Mais voilà, je vous montre le schéma du dispositif. J'avais conçu pour que ce soit au maximum empirique, au maximum. On voulait de l'expérimentation. Donc on a créé un niveau programme, un niveau équipe, ça paraît compliqué sur le papier, mais je vous explique tout ça après. Il y a un niveau programme avec des grands sprints, des programmes sprints de 10 semaines à l'intérieur, 3 sprints de 3 semaines au niveau équipe, et un sprint d'une semaine où on fait un peu d'inno et on prépare les événements du programme. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Au niveau équipe, on a fait du Scrum classique, mais du vrai Scrum, hein, pas du Scrum claqué, comme on voit souvent, pas du Scrum Waterfall claqué. Du Kanban, enfin des pratiques issues de Kanban, on limitait notre WIP, on faisait gaffe à notre flow, on visualisait notre workflow. Du design thinking, évidemment, pour découvrir le besoin, idéer, prototyper, et ainsi de suite. Et des pratiques issues du management 3.0 pour accompagner les managers à lâcher prise, à moins contrôler, à laisser droit à l'erreur, à soutenir les équipes. Alors au niveau des équipes, on s'est mis en ordre de marche. On a installé un vrai rythme agile, des sprints de 3 semaines. Pour nous, c'était suffisamment court pour multiplier les boucles d'apprentissage et pour pouvoir garder le focus, pas perdre de vue l'objectif de sprint, et suffisamment long pour pouvoir délivrer de la valeur, parce qu'on n'oublie pas qu'on est dans le monde physique. Là, on livre de la valeur dans des points de vente. C'est pas pareil que de développer et tac, ça part en prod. Là, il y a des travaux à faire. Ça met un peu plus de temps. Donc pour nous, 3 semaines, on a trouvé que c'était pas mal. Les puristes me jetteront des tomates. Bon, il y a eu des sprint planning, des daily scrum aux 2 jours. Pourquoi aux 2 jours? J'en suis à me justifier. Daily scrum aux 2 jours, oui, pourquoi? C'est une très bonne question. Parce que justement, on travaille avec des gens dans les points de vente. Et dans les points de vente, qu'est-ce qui prime? Le point de vente, voilà, c'est la prod qui prime, il faut accueillir les clients, il faut les conseiller. Donc on n'a pas le temps tous les jours de venir en délit avec les gens du siège machin, c'est bien gentil. Donc il a fallu trouver un moment, un petit équilibre là-dessus. D'accord? Des sprint reviews qu'on faisait en magasin, je vous montrerai. Sprint rétrospectif classique, des refinements classiques. Et vous ne méprenez pas, c'est pas parce qu'on n'était pas en IT qu'on ne faisait pas d'objectifs de sprint. On avait des objectifs de sprint quand même. C'est important de fonctionner par objectif et non pas par fonctionnalité, etc. etc. Et puis, c'était tout ce qu'il y a de plus classique, en fait. On pouvait fonctionner avec des équipes non-IT, avec du beau Scrum. Le dispositif au niveau programme. Donc, niveau au-dessus, on avait un programme planning pour synchroniser les équipes. C'est un peu l'équivalent du PI planning. Pardon. On traitait les dépendances, on co-construisait les plans, on rappelait la vision, etc., etc. Chaque sprint, il y avait un Scrum de Scrum, Scrum Master des équipes, Business Owner Coach. On craquait les obstacles organisationnels. Comité produit entre Business Owner, Product Manager, Product Owner. Chaque sprint aussi, avec pilotage des objectifs, alignement des backlogs,
on étudiait les chiffres du produit, les hypothèses, etc., etc. Et puis à la fin, programme review, programme rétrospective, donc avec tout le monde, des grosses reviews avec toutes les équipes, une rétrospective avec un représentant par équipe pour pouvoir s'améliorer et améliorer notre processus. Donc ça, classique, je dirais. Truc intéressant, ils arrivent. Hein. Ça, c'est classique. On ne s'est pas juste contenté de gérer les dépendances comme des grosses victimes. Comme on peut voir un peu partout, il y a des dépendances. Ben, voilà, on les gère. Bref, on les a attaqués à la racine avec 4 points clés. Le premier, on voulait très peu d'experts transverses. On s'est assuré d'avoir au moins un expert dans chacune des équipes. Les gens des RH, on avait une personne des RH dans chacune des équipes. Les gens du juridique, on en avait un dans chacune des équipes. Au lieu d'avoir justement une équipe plateforme, une équipe support, ça on n'en voulait pas. Donc déjà, les dépendances, on a déjà craqué la moitié avec ça. Un PO, un Scrum Master dédié, des développeurs dédiés à chaque équipe. Ils n'allaient pas sur une équipe ou sur une autre. Bon, mis à part les problématiques de run dont je vous ai parlé. Et puis, chaque équipe, on s'est assuré qu'elle dispose de toutes les compétences pour créer un incrément chaque sprint. Le quotidien des équipes, on avait une belle salle à disposition, une belle OBA, regardez, il y a des affiches partout. Les business owners, ils ont vraiment été très sympas avec nous, ils ont vraiment tout fait pour avoir le meilleur environnement de travail. Donc dans cette salle, on faisait nos événements, on faisait nos meetings, nos ateliers, on affichait nos boards, nos definition of done, enfin bref, tous les trucs que vous pouvez avoir dans une équipe classique. Il n'y avait pas encore trop le Covid à l'époque, donc on était encore sur site. Mais voilà, je vous ai mis des exemples, je sais que ça intéresse des gens. Les équipes, je ne les ai pas laissées claquer comme ça, je n'ai pas dit, allez hop, on lance en agile, bonne chance. J'ai créé des communautés de pratique, une communauté de pratique PO, une communauté de pratique Scrum Master. C'était important justement de les former en continu, de les accompagner, surtout qu'ils n'avaient jamais fait ça de toute leur vie. C'était des gens des points de vente, des gens du siège, voilà, ils n'avaient jamais fait ça, donc c'était important d'avoir des communautés de pratique récurrentes. J'ai aussi fait pas mal de jeux pédagogiques pour leur faire apprendre des choses. Vous savez, tous les serious games qu'on aime faire en agile, voilà, ils en ont eu une bonne claque, je pense. Du mentoring avec des personnes, des managers, business owners, tiens, qui est en photo d'ailleurs. Et puis, le truc dont je ne suis pas peu fier, c'est du pairing. Du binomage dans les équipes. Vous allez me dire, ah, c'est facile, tu fous un gars du marketing avec un autre gars du marketing. Bah non. Eh non, même pas. Justement, c'est ça qui était bien, c'est que j'encourageais des gens qui n'avaient pas du tout les mêmes métiers à travailler sur quelque chose dont ils n'avaient aucune connaissance. Bien sûr, si ça les intéressait. J'ai d'ailleurs un exemple, j'avais un spécialiste IT, un chef de projet IT, qui a travaillé avec un chef de projet FID sur la refonte du programme de fidélité. Alors pas du tout sur la partie IT, mais parce que ça l'intéressait, le programme de fidélité, le marketing l'intéressait. Ça, c'est vraiment des choses que j'ai découvert là-dedans. Je suis waouh, ils aiment toucher à d'autres métiers que le leur. Et ça, les managers, ils n'ont pas aimé. Alors vraiment pas. C'est pas du tout la vision qu'ils avaient du programme. C'est mon gars de la com, je te le prête pour le projet à mi-temps, il ne fait que de la com. Quand il apprend que le gars il touche à autre chose, il fait du RSE, et il vient filer un coup de main au chargé de projet RSE, je peux vous dire qu'on s'est fait menacer. Enfin, je me suis fait menacer. Genre, s'il continue à faire ça, je te l'enlève du projet. Ouais, on a eu plusieurs trucs comme ça qu'il a fallu un petit peu éteindre des feux, voilà, pour être poli. Mais bon, c'était un petit peu dur pour eux d'aller à l'encontre des collaborateurs quand ils disent « Ah, j'adore ce que je fais, j'ai trouvé une seconde jeunesse dans ce projet, ça fait 10 ans que je suis chez Bricomarché, là j'ai appris 10 fois plus de trucs en 2 mois. » Les managers, si vous voulez, vous me les enlevez du projet, il n'y a pas de problème. Et il y a même des gens qui se sont révélés, juste pour vous dire, il y en a qui ont évolué vers d'autres métiers à la fin du projet. Une fois le projet terminé, il y a une personne de la com qui a été bossée à la DOSI, donc à l'IT. Il y a des personnes qui ont été bossées au marketing. Il y a eu un petit mercato comme ça, des gens qui ont découvert des nouveaux métiers. Génial. Enfin. Et puis, donc, au-delà des équipes, moi, je me suis assuré qu'on ait l'implication de toute l'organisation dans le projet. Qu'est-ce que j'ai fait? Déjà, organiser des sessions ouvertes d'information. On les invitait dans l'OBEA, dans la salle, on leur présentait, tiens, on prend un café, on vous présente le projet, on partage les infos, l'avancement, etc., etc. Et on a même fait des ateliers d'idéation collective.
J'ai un exemple d'ailleurs. Vous savez, on a monté des espaces de formation dans les points de vente où les clients peuvent venir apprendre à peindre un mur, poser un carrelage, etc., etc. Ces ateliers ne sont utilisés que quand il y a des ateliers, j'ai dit 2 fois le mot atelier, bref, quand il y a des événements qui sont organisés. Mais on fait quoi quand il n'y a personne dedans? On s'est posé la question. On a invité les collaborateurs ce jour-là, du siège, et on a dit qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme activité dans les espaces de formation client en dehors des ateliers traditionnels. Donc on a un peu impliqué tout le monde. Des témoignages, là, par exemple, on a une Scrum Master qui a témoigné de comment elle a appris Scrum, l'Agile, comment ça marche dans le projet, il parle de retour d'expérience. Il y a eu un mur des questions papier qui a été mis dans les couloirs, donc n'importe qui du siège pouvait passer, laisser un petit post-it, il avait toujours une réponse sur le projet, sur la façon dont on travaillait. Donc c'était plutôt intéressant, et ça a intéressé des gens qui ont dit « Ah, moi j'aimerais bien venir dans le projet ». Allez, j'en arrive au cœur du projet en soi. Là, on a tenté passez-moi l'expression, des dingueries. Et ce qui a tout changé dans notre manière de le mener, c'est qu'on a été orienté client. Et là, je vais vous donner 3 exemples, je vais vous les raconter. Le premier, je le vois, c'est des reviews en magasin. On n'a pas fait ça dans notre coin. On a vraiment testé des choses en magasin. Je vous parlais justement de l'espace atelier, là où on apprend à poser le carrelage, la peinture et tout. On a testé donc cet espace qui s'appelle la Fabrique, c'est un atelier du savoir-faire. Et en fait, on a observé des clients qui l'utilisaient. On a dit, venez, c'est gratuit. Vous n'avez pas à payer pour ça, parce qu'on est en train de tester ça. Donc vous venez, vous apprenez à poser votre carrelage, etc., etc. On vous observe, par contre, à la fin, on vous demandera un petit sondage. Voilà. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que c'était facile? Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir mettre ça en œuvre? Si oui, sous combien de temps? Est-ce que vous acceptez qu'on vous recontacte sous 2 mois pour voir si vous l'avez mis en œuvre? Pauvre client, j'aurais pas aimé être à leur place, mais c'est comme ça. Même chose pour les uniformes. Vous voyez, au milieu, j'ai pas mis ça pour faire joli, ils ont tous des uniformes différents. On se demandait quel uniforme, chez Bricorama, attirerait plus le client. Alors, on a fait comment dire, vous savez, vous allez sur Vistaprint, vous imprimez un uniforme avec un beau logo, c'est torché, ce petit proto, ça va vite. Responsable de com, responsable marketing, voilà, ils ont tous porté un tablier, un uniforme, ils sont partis se balader 1 heure dans le point de vente. Ils ont comptabilisé le nombre d'interactions qu'ils ont eu avec les clients. Ils ont changé de rayon, ils sont tous passés sur les mêmes rayons, évidemment, pour ne pas être trop sur des choses différentes et de se dire « Ah, c'est la faute du rayon ou quoi ». Et donc, on a vérifié lequel attirait le plus. Est-ce que c'est le polo jaune? Est-ce que c'est le tablier noir? On a posé des questions, on a prévenu les clients que c'était des tests qu'on faisait, lequel vous attire le plus, etc., etc. Donc, nous, on a retenu, et on a dit bingo pour celui-là, c'est ce qui va être développé dans le concept. Et donc, il y a même un client qui nous a dit, c'est la première fois qu'on nous demande mon avis comme ça. Incroyable, pourtant c'est que du bon sens. Bon. Et puis on allait 1 fois par sprint observer aussi en point de vente, interviewer des gens, leur demander tiens, on est en train de mettre en place telle chose, on a mis un système d'encaissement en magasin, est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous l'avez utilisé? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous a fait gagner du temps? Et on recueillait des feedbacks, classique comme on fait en IT, mais là on allait dans les magasins directement. Et la dinguerie ultime, c'est qu'on s'est permis de faire des sprints d'1 jour. Des sprints d'1 journée. Oui, alors c'était temporaire. Hein. On avait besoin à un moment de développer une borne virtuelle. Vous voyez, une borne où il y a une extension de gamme. Ça veut dire des produits qui ne sont pas disponibles en magasin. On s'est dit, mais est-ce qu'on met juste le site Bricomarché / Bricorama? Est-ce qu'on met juste le site où on laisse les gens se débrouiller avec? Qu'est-ce qu'on met comme mode de paiement, etc., etc. Et donc, comme on avait besoin de feedback très fréquent, tous les jours, on avait un sprint. Un sprint planning le matin, avec un objectif pour la journée, un daily scrum en début d'après-midi, alors très court, hein, 20 minutes, 30 minutes le sprint planning. Fin de journée, sprint review avec des clients. Tiens, venez, on vous montre des trucs, machin, vous en pensez quoi, vos retours. Petite rétro de 15 minutes, boum, le lendemain matin, ça repart. On fait ça 1 semaine ou 2. Très bien, ça nous a permis d'itérer super rapidement. Et ce qui est bien, c'est que l'agile terrain, c'est ça. Il n'y a pas de go-no-go à 6 mois. C'est on y va, on veut du feedback immédiat qui vient alimenter les décisions qu'on prend. Alors il y a beaucoup d'éléments du concept NEC qui sont nés d'un test terrain, qui sont nés d'un feedback, qui sont nés d'une intuition qui a été prise au sérieux. Et donc nous on fonctionnait en boucle d'apprentissage.
on détecte un problème, on formule une hypothèse, genre, allez, voilà, si on place un conseiller à l'entrée plutôt qu'une affiche, qu'est-ce que ça va changer? On bricole un MVP, on teste en magasin, et puis après on ajuste, on apprend. Et puis ça marchait comme ça. Donc c'est pas du tout un plan rigide, on avait un système vivant, un système apprenant. Et pour moi, c'est ça une vraie organisation agile. C'est quelque chose d'apprenant, qui s'adapte, c'est quelque chose de vivant. C'est vraiment une organisation qui a la capacité de s'adapter au changement. Et ça, on l'a vécu au travers justement de ce programme. Je vous parlais des hypothèses juste avant. Voilà, je vous ai mis quelques exemples. Voilà, ça, c'est des vrais exemples d'hypothèses qu'on a formulées. Nous pensons que proposer des ateliers augmentera de 20% le taux de passage à l'achat d'un projet chez les clients novices, car ils auront levé leurs freins liés à la complexité perçue. Voilà, et on allait vérifier ça. Évidemment, on a posé des indicateurs, d'ailleurs, parce que sans indicateurs, c'est difficile de voir les résultats, et valider ou invalider les hypothèses. On ne faisait pas ça au doigt mouillé. Alors, les indicateurs, je vous en ai mis quelques-uns, ça peut vous intéresser. On faisait des relevés de mesures régulières en point de vente, on allait interroger, on faisait du quali, on faisait du quanti. Voilà, par exemple, pourcentage de projets finalisés sur ceux amorcés, donc en gros le taux d'abandon. Le temps moyen entre le premier contact, tiens, j'ai un besoin projet, je me pointe au truc cuisine, là, salut, j'ai un projet, jusqu'au moment où le projet est finalisé. Mon lead time. Voilà. Le temps moyen d'attente en caisse, est-ce qu'il a diminué, est-ce qu'il a augmenté? Bref, vous avez tout un tas de métriques, vous voyez, ça marche en IT, ça marche même en hors IT. Ça marche partout. Alors, concrètement, la transformation, bah, je vous ai dit, on était dans des magasins ouverts. Il fallait faire les travaux dedans. C'est pas facile de circuler avec les gens là, qui sont partout. Mais au-delà de ça, c'est que, comme le point de vente changeait, il y avait des nouveaux services qui étaient mis en place, des nouveaux rayons, des nouveaux systèmes de pricing. Je me rends compte que je parle un jargon tellement retail que je me paume moi-même. Bref, en fait, le vrai défi, c'est qu'il fallait former les collaborateurs du point de vente en continu. Dès qu'on déployait quelque chose, il fallait s'assurer qu'ils soient formés aux nouveaux services. Bah ouais, parce que si vous mettez en place un nouveau SAV et que tous les conseillers découvrent ça, c'est dommage. Donc avec les RH, on a aussi conçu les formations en mode empirique. On les construisait, on les testait, on les adaptait en continu, et après, une fois que les équipes terrain nous disaient « ouais, c'est bon, on a compris la formation, nanana », hop, on entérinait, formation super, quand ça sera le concept définitif, cette formation-là, on la garde. Et donc le résultat, bah, c'est que notre magasin, c'est plus simplement un simple lieu de vente, c'est devenu une vraie expérience en soi, c'est devenu un parcours fluide, c'est devenu un parcours humain, c'est devenu un parcours orienté projet. Donc là, je vous ai mis plein de photos avec des espaces occasion, il y a de la seconde main, il y a des univers immersifs, il y a des ateliers de formation client, il y a des services tiens, comme l'encaissement en file d'attente. Le gars qui est là avec sa tablette, je peux vous encaisser, carte bancaire, bah, venez avec moi, on sort, tac, vous payez, vous partez. Pas besoin d'attendre. Plein de choses comme ça. On a testé plein de choses. Si on parle des difficultés, il y en a eu quand même quelques-unes. Donc on a recueilli des insights à mi-projet. On a interrogé les gens, on leur a demandé, enfin surtout les gens du siège et les gens du terrain. Le projet, on en est où, comment ça se passe, etc., etc. Et je vous les ai regroupés en 6 points clés. Le premier, bah, c'est évidemment les managers qui peinent à lâcher le contrôle. Classique. En plus, dans la grande distribution, 2 fois plus classique. Donc ça, les managers, ouais, surtout quand vous avez des RH derrière qui disent bah non, on n'a pas le temps pour former. Je dis ok, ça va être temporaire. Bah non, c'est temporaire définitif. Je dis bah tant pis, hein, à un moment, vous voulez pas. Mais à la fin, je vous dirai, je vous l'avais dit. Et je vous l'avais dit. Classique, dans un grand groupement d'indépendants, bah, tous les problèmes de politique interne, les décisions, la gouvernance, c'est super lourd, il y a des problèmes d'arbitrage. Vous savez, dans un groupement d'indépendants, il y a ce qu'on appelle les adhérents, c'est les propriétaires de points de vente. C'est ceux qui ont le dernier mot. C'est ceux qui ont le pouvoir de vie ou de mort sur vous. Ceux qui travaillent, les collaborateurs qui travaillent au siège, ils ont le pouvoir de vie ou de mort sur vous. Donc ces gens-là, bah, ils peuvent bien dire ah, c'est super votre agilité, je fume mon cigare dans mon coin, et bah, tiens, ça me va pas. Moi, je veux qu'on fasse ça dans le point de vente. Ouais, va essayer de dire non au gars qui a un peu le pouvoir de vie ou de mort sur tout le monde. Donc c'est un peu compliqué. Et donc, dans les hautes instances, c'était un petit peu difficile, parce qu'ils voulaient toujours avoir le dernier mot par-dessus les décisions collectives. Les décideurs, les managers, pas suffisamment formés.
Voilà, parce qu'on ne m'offrait pas toujours du temps. On me disait, tiens, t'as 15 minutes pour former machin. Je dis, mais vous êtes fous, il faut au moins 2 ou 3 heures pour lui passer les infos, la culture. Non, t'as 15 minutes. Ok, j'ai 15 minutes. Très bien. Et puis, sans surprise, le Covid qui est venu tout complexifier. Mais bon, vous voyez, l'agile, c'est pas magique, ça supprime pas les frictions. Au moins, ça les rend transparentes, ça nous permet de les traiter, de les adresser, d'apprendre et de progresser. Alors, il y a eu du positif quand même. Il y a eu la fusion réussie entre Bricorama et Bricomarché grâce au projet fédérateur. Ça a quand même vachement aidé à mettre tout le monde ensemble. On a réussi à réconcilier le siège et le terrain, pour lequel c'était quand même la guerre. On a eu par la suite des échanges plus fluides. On a développé un vrai lien de confiance avec eux. La motivation, est-ce que j'ai besoin de vous en parler? Quand on travaille en équipe autogérée, qu'on peut courir après des objectifs, qu'on peut faire preuve de créativité, les collaborateurs, ils se sentent utiles, ils se sentent engagés. L'efficacité, moins de blabla, plus de cadence, plus de livrables, plus de valeur. La diversité d'idées, des équipes pluridisciplinaires, on les laisse réfléchir, on les laisse décider des meilleures solutions. Tant qu'elles ne perdent pas le contact avec le client, on vous laisse décider, il n'y a pas de problème. Et puis, le projet, il a eu aussi beaucoup de répercussions positives dans l'organisation. Ça nous a beaucoup aidé. Et puis moi, franchement, ces retours-là, c'est vraiment ce qui m'a le plus marqué dans l'accompagnement, dans cette aventure. Vraiment. Et en termes de résultats, on a eu un concept qui a été applaudi par la presse. Il y a eu 3 prix, on a gagné 3 prix, le trophée LSA de l'innovation, le Sirius des consommateurs, Sirius de l'économie circulaire. Youhou! Bon, moi j'ai rien touché. Et puis des très bons résultats pour l'enseigne. Là, on était dans une période difficile avec le Covid. Le repli du marché de l'équipement de la maison. Les gens ne se déplacent plus dans les magasins de bricolage. Ils ne se déplacent plus du tout. Même s'ils ont très envie, parce qu'ils sont cloisonnés chez eux, ils ne peuvent plus. Donc on a quand même réussi à faire quelque chose quand les gens revenaient dans les points de vente. Et donc si c'était à refaire, c'est sûr, il y a des choses que j'aurais refait autrement. Déjà, j'aurais formé des ambassadeurs agiles dès le départ. Je vais peut-être vous pêcher par ego, j'en sais rien, parce que vous voulez. J'étais tout seul, en fait, pour accompagner tout le monde. Et pour accompagner 70 personnes, plus le reste de l'organisation, c'est beaucoup. Pour une personne, en tout cas. Donc je ne pouvais pas être partout. Dédier les équipiers, les laisser toucher à tout. Ouais, se battre plus fort, c'est facile à dire, mais bon, j'ai vraiment fait mon possible auprès des RH, auprès des managers, pour éviter la double peine des collaborateurs. Tu vas travailler sur le projet et tu vas travailler sur le run. Ah, mais j'ai pas choisi. Ouais, c'est dommage. Et puis, travailler plus avec les managers pour qu'ils les laissent toucher à tout. De dire, attends, si ça l'intéresse, d'aller toucher à du marketing, d'aller toucher à de l'encaissement au point de vente, d'aller toucher à de la DSI. Laissez-les toucher. Laissez-les toucher. Ils vont apprendre. Ils vont tester. Ouais, mais bon, avec les menaces, sortir du projet derrière, c'est compliqué. Et puis, la notion de prototype a été pas claire pour tout le monde. Alors surtout pour les adhérents. La tunasse, la moulin, vous voyez. Bref, un proto, on peut jeter des choses. Il faut tester, il faut jeter, il faut refaire. Dans la tête de tout le monde, c'est un peu difficile quand on sait qu'il y a des sous derrière. Donc même avec des itérations courtes, c'est des messages qui ont du mal à passer. Du prototype, c'est jetable. Les gars, est-ce que vous voulez vraiment déployer dans 800 points de vente tout de suite? Ça. Maintenant, il vaut mieux jeter là sur 3 semaines ce qu'on a fait et être sûr après, sur 800 points de vente, d'avoir quelque chose de correct. Et puis, pousser aussi pour limiter le nombre de décideurs. Je ne vous raconte même pas les reviews. Je ne vous raconte même pas. Les stakeholders, au début, ils devaient être 5. Genre, on a pris les adhérents, sponsors, machin, les plus influents, bon, sans parler des équipes, des business owners, des clients et tout. Et puis alors, il y a les copains chaque fois qui venaient. « tu sais pas quoi, il y a le projet Next, si t'es dedans, on dira que t'étais dedans, c'est trop bien. Allez, ils sont 10, et ils sont 15, et ils sont 20, et puis après, c'est la fête, et on envahit tout le magasin. » C'était horrible. C'était horrible. Ils étaient trop nombreux. Et alors, les feedbacks. Oh, moi, je veux A, moi, je veux B. Ouais, mais moi, je veux A, mais moi, je veux du jaune, moi, je veux du bleu. Et le client, il en pense quoi? Non, on s'en fout, c'est moi qui vous paye. Non, mais les gars, vous êtes sérieux? Donc heureusement quand même qu'on allait voir les clients, et c'est bien, et d'ailleurs je vous donne ce conseil-là. Si vous accompagnez des PO, si vous êtes PO, si vous avez des parties prenantes difficiles justement qui veulent toujours avoir le dernier mot, dites-leur, mais étudions la data,
demandons au client ce qu'il en pense, puisque c'est lui qui va acheter. Et là, ça remet un peu l'église au centre du village, vous voyez? Ouais, mais le client, ton truc, il n'est pas prêt de l'acheter. Si tu as envie de dépenser là-dedans, dépense là-dedans. Mais voilà, tu le sauras, tu es prévenu. Mais bon, quand même, je re-signerai quand même sans hésiter, parce que on a quand même livré, on a tenu, on a prouvé que c'était possible, et surtout, on a prouvé qu'on pouvait réconcilier les idées avec les actes. Qu'est-ce qu'on en retiendrait? Moi, je voudrais vous laisser avec 4 idées assez simples. La première, c'est déjà que l'agile, c'est une culture de terrain. Tout simplement. On donne le pouvoir aux sachants, à ceux qui font, à ceux qui vont faire changer les choses. Et là, quand vous leur donnez le pouvoir, ça change beaucoup de choses. J'ai dit beaucoup de fois, ça change beaucoup de choses. Mais tant mieux, l'agile, c'est du changement. Le client, c'est certainement pas une cible à abattre. C'est un co-concepteur, c'est quelqu'un avec qui on doit travailler tout le temps. C'est lui qui va rendre un produit crédible, humain et utile pour ceux qu'il sert. On ne peut pas se passer du client. Ensuite, le changement commence par la confiance. Il ne va pas changer par des agiles placardés au mur. Être agile, c'est génial, il y a 4 valeurs, super. Non, ça ne marche pas. J'ai tenté, ça ne marche pas. Donc ouais, carrément, c'est les humains, les interactions, la confiance, un objectif commun, une vision. Ça, c'est très, très fédérateur. Et puis, dernier point, c'est que si vous n'incluez pas le management et les RH, il ne se passera absolument rien. Vous pouvez avoir les meilleures équipes du monde, s'il n'y a pas de soutien derrière, s'il n'y a personne qui, justement, offre ce cadre de pouvoir laisser les gens s'engager pleinement dans un projet, ça ne marchera pas. C'est pas plus compliqué que ça. Et donc, ce projet, il n'a pas seulement transformé 2 magasins. Il a transformé une culture, il a transformé une organisation, il a transformé des gens aussi. Et ce qu'ils ont découvert, c'est qu'on pouvait les écouter, on pouvait les impliquer et on pouvait leur faire confiance. Et comme je vous ai dit, on a vu des carrières qui sont redessinées, des gens qui ont changé de métier, on a vu des liens qui sont reconstruits, des gens qui ne se parlaient même pas sur le même open space, qui ne s'étaient jamais parlé. Voilà, maintenant ils ont travaillé ensemble, ils se sont découverts. Et ça, honnêtement, il n'y a aucun plan stratégique, il n'y a aucune méthode qui peut le décréter. C'est vraiment quelque chose qui se vit. Donc moi, en fait, ce projet, il a vraiment prouvé une chose essentielle, c'est que quand l'agile est bien incarné, ça fonctionne, et vraiment peu importe le secteur. Et donc, on ne savait pas que c'était impossible, alors on l'a fait. Rapidement, je commence le début par la fin par le début. Je suis Jean-Christophe Pagès. Je suis coach agile, freelance, agiliste, spécialiste du hors IT. J'accompagne des RH, j'accompagne tout ce qui est hors IT, et de l'IT aussi, surtout en ce moment, dans un tas de domaines d'activité. Et pour moi, l'agile, c'est d'abord du bon sens, c'est du concret, c'est de l'impact, c'est du résultat. Et puis, je peux aussi vous accompagner s'il y a besoin. Les feedbacks, c'est ici. Et puis, je ne sais pas si vous n'êtes pas venu me voir à mon stand. Tant pis, il n'y a plus de stand, mais si vous voulez, j'ai écrit 2 livres. Tiens, les fameux indicateurs, le guide ultime des maîtrises agiles et l'IA au service des métiers du produit pour vos PO, vos PM qui veulent gagner du temps. Il y a 100 prompts IA pour leur faire gagner du temps dans la gestion de leurs produits. Voilà. Merci.